Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Xavier Azalbert. Bonjour monsieur. Bonjour. Xavier Azalbert, vous êtes mathématicien, économétricien de formation. Exactement, vous êtes aujourd'hui le directeur de la publication du site internet François, cela depuis 2017, un site que certains journalistes aujourd'hui vous accusent d'être complotiste. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces accusateurs ? Mais déjà, quand on m'accuse d'être complotiste, j'aimerais savoir quelle est la définition de complotiste. Et je pense qu'il y en a plusieurs aujourd'hui. Celle que j'utilise, c'est de dire que nos détracteurs, déjà, j'aimerais savoir quelles sont les mauvaises nouvelles ou les fausses nouvelles qu'on a pu faire, parce que je les mets au défi de nous donner une fausse nouvelle. Et pour moi, la seule différence entre quelqu'un qui donne une information alternative, c'est-à-dire qui ne suit pas l'information dominante, ou on va dire le momentum de l'information, qui va fournir une information qui est contrariante, c'est-à-dire puisqu'on va contrarier la position dominante, eh bien c'est le travail. Alors pourquoi le travail ? Eh bien parce que si je prends un exemple comme celle du Lancet, l'étude qui est publiée le 22 mai 2020, qui mettait fin à l'hydroxychloroquine, qu'est-ce qu'il s'est passé ? La plupart des médias dominants ont suivi la dépêche de l'AFP. Nous avons regardé la dépêche de l'AFP. Elle ne me paraissait pas conforme. Il y avait plein d'interrogations. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai juste pris que mon téléphone pour appeler le directeur général de cette étude, M. Mandip Mehra. Je lui ai posé quelques questions, comme n'importe quel analyste financier le ferait si jamais il y avait une alerte sur un titre. Comme n'importe quel journaliste aurait dû le faire. Comme n'importe quel journaliste devrait le faire. Et donc, qu'est-ce que je fais ? J'interviewe cette personne en lui posant quelques questions et je commence par des questions qui me paraissent les plus simples. Avez-vous vu les données ? Avez-vous vu des patients ? C'est un médecin, il aurait dû voir des patients. J'ai pas vu les données, je n'ai pas vu des patients. Et puis en plus, il me dit, mais j'utilise des techniques statistiques très avancées. Ah bon ? Mais savez-vous que de l'autre côté de la rue, à Harvard Business School, il y a des gens qui critiquent ça ? Non, il me dit non. Donc, les trois premières questions, il me répond par la négative. Et donc, moi, ça me paraît douteux. Ça me paraît de suite douteux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit hydroxychloroquine, fin de partie, c'est ce que disent les mainstream, c'est ce que dit la dépêche a fait, mais 3 petits points de suspension, c'est pas la fin de l'histoire. J'ai juste fait du travail, de la même manière que quand une société cotée sur les marchés lance une alerte, eh bien, le devoir de l'analyste, c'est, et dans le journaliste, il y a bien analyste quelque part, le devoir, c'est d'aller vérifier non seulement l'information, mais d'aller compléter son information. Je n'ai juste fait que compléter cette information. Et je prends une tendance qui est opposée à la tendance dominante, qui s'appelle une tendance contrariante. Je ne prends pas une tendance contrariante parce que je suis contrariant tout le temps. Je prends une tendance parce que je fais du travail. Donc si complotiste veut dire travailler, eh bien écoutez, bien nous en a pris, puisque c'est ce qu'on essaye de faire avec François. Et je remercie tous ceux de nous traiter de complotistes, ça veut dire qu'on travaille. Alors, vous êtes aujourd'hui avec nous, Xavier Azalbert, puisque vous avez attaqué Google en justice. En avril dernier, vous avez saisi le tribunal de commerce de Paris. Donc, pour cette action contre le groupe Google, après avoir subi plusieurs préjudices, le premier, Google vous a déréférencé, de son service Actu. Ça, c'était le 4 février 2021. Le 17 février suivant, vous l'avez mis en demeure de rétablir ce référencement de François. Et cela, dit le jugement, sans avoir supprimé les contenus contrevenants. Donc on vous a suspendu, vous avez demandé à ce qu'on vous remette en référencement sur le site Actu, mais vous n'avez pas supprimé les articles contrevenant à la charte de YouTube, de Google. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre sur ce point-là ? Alors déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le référencement, qu'est-ce que c'est qu'un article. Donc François, c'est un média, on a un agrément de la CPPAB avec un certificat information politique et générale. Nous avons publié dans les 10 dernières années à peu près 50 000 articles. Donc on parle de 50 000 articles qui sont publiés et qui sont référencés sur Google. Alors il se trouve que Google a un service qui s'appelle Google Actualité. Et quand on est un média, on est aussi référencé sur Google Actualité, qui est le nerf de la guerre, puisque c'est là que se passe la distribution de ces informations. Donc là, ce que Google a fait, c'est qu'il nous a enlevé de Google Actualité, en disant vous êtes toujours sur Google. Donc on peut toujours trouver nos articles sur Google, mais plus du tout sur Google Actualité. Ce qui veut dire que quand vous tapez François dans Google Actualité, vous ne trouvez que les articles de nos détracteurs. Vous perdez de la visibilité. On perd non seulement de la visibilité, mais surtout on ne trouve que les articles qui sont à charge contre nous. Donc aucune manière pour nos lecteurs de s'informer sur Google Actualité. Donc bien sûr, on a perdu 60% de notre audience au travers de tout ça. Quand on perd 60% de notre audience
causée par un distributeur de cette information. Donc déjà, on peut se poser la question du rôle du distributeur. Est-il un censeur? Ou quelles étaient les raisons qu'ils avaient pour justement déréférencer cette François de Google Actualité? Et donc au début, nous leur avons donné le bénéfice du doute en disant écoutez, référencez-nous, ou alors donnez-nous les articles qui posent problème. Et là, grosso modo, on nous dit c'est tous les articles, c'est 100% des articles qui posent problème. Du jour au lendemain, tout pose problème. Tout pose problème, alors qu'on pouvait avoir parlé des élections de 2017 qui étaient bien avant la Covid, qui n'ont rien à voir avec la charte du bon utilisateur de Google, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui sont liés à la crise sanitaire, donc on est avant, eh bien on a invisibilisé ces articles. Et donc on a voulu supprimer François tout bonnement et simplement. Ce n'est pas une censure, c'est une éradication. C'est totalement différent. Donc censure était devenue toxique au point de l'éradiquer. Donc, il trouve qu'ici, il y a des pratiques concurrentielles, il y a des lois. On a saisi le tribunal de commerce pour demander justice, et c'est-à-dire de re-référencer François. Alors, il y a d'autres éléments pour lesquels on a subi une forme de censure, puisqu'on nous a fermé notre chaîne YouTube. Est-ce que, in fine, YouTube vous a dit les éléments sur lesquels il pouvait vous condamner? À partir de quoi on peut supprimer des centaines d'articles? Qu'est-ce qui posait problème? Alors, sur Google, ils nous ont dans les conclusions, ils nous ont signifié un certain nombre d'articles. Et il se trouve qu'un article, ça fait, on va dire, 1000 mots ou 1500 mots. Dans un article, il y a toujours une petite partie d'un article sur lequel on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Et donc, ils ont dit, on n'est pas d'accord avec ce que vous avez dit. Donc, ils expriment une opinion sur le fait qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils nous suppriment parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est dit là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils détiennent la vérité. Alors, on peut prendre un exemple. Par exemple, nous avons dit que le confinement avait, et ça en juin 2020, été une aberration économique, une aberration humaine, une aberration sociale. Nous avons été attaqués par un fact-checker, un organisme de fact-checker, qui dit que nous n'avions aucune compétence pour pouvoir dire ce genre de choses. J'ai fait cet article avec un médecin, je suis économétricien de formation, j'ai travaillé avec certains modèles épidémiologistes de ce genre de choses, et on avait fait une véritable analyse de comparable, comme on peut faire dans la finance, en regardant comment ça se passe dans d'autres pays. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de différence, et même c'était pire en France qu'en Suède, par exemple, ou en Inde, ou dans d'autres pays d'Europe. Donc notre conclusion, c'était que les mesures qui avaient été prises n'avaient pas un effet favorable. Alors il s'est trouvé que 2 ans plus tard, il y a une multiplicité d'articles, notamment qui sont parus dans le Telegraph, dans The Times en Grande-Bretagne, qui ont remis en cause, et des études publiées par John Ioannidis de Stanford, qui ont démontré que le confinement, en balance, n'avait pas eu de mesure. Alors eux, ils ont fait une analyse très poussée, nous avons fait une analyse journalistique, mais nous avons exprimé notre point de vue. Et ce point de vue, il doit pouvoir exister. Il doit pouvoir exister, et eux ne veulent pas que notre point de vue existe parce que ça pose question sur des politiques gouvernementales. Donc cette censure, elle est très importante parce que on vous dit on n'est pas d'accord avec ce que vous dites parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gouvernement dit. Et c'est une société privée qui exerce une censure alors que vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit l'État. Alors que reprenons l'exemple de la finance. Quand vous avez un titre comme EDF qui est détenu à 95% par l'État, et que vous avez des analystes qui vont faire les analyses sur le titre EDF. Il y en a, on va dire, 10, 12 qui vont être à l'achat sur ce titre, 10, 12 qui vont être à neutre, et 2 ou 3 qui vont être à la vente. C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord avec la politique de l'entreprise. C'est-à-dire, ils ne sont pas d'accord avec, quelque part, la politique influencée par l'État. On ne traite pas ces gens-là de complotistes. Par contre, les banques adorent avoir des analystes qui sont contrariants, c'est-à-dire qui prennent des positions inverses, parce que c'est des sources de profit. Et ce qu'ils font, en termes de ressources humaines, c'est qu'ils arrivent à gérer cette capacité, ces compétences. Et justement, ces différences, c'est ça qui fait la force. Dans le monde des médias, quand il y a un média qui a une approche contrariante, telle que nous l'avons fait, qui veut dire faire plus de travail, qui n'est pas d'accord avec la position dominante, eh bien on essaye de l'éradiquer. Et ça, c'est disproportionné, c'est inacceptable. Il y a des lois fondamentales comme la liberté d'expression, ça va à l'encontre du droit à être informé loyalement. Ça s'appelle avoir le monopole de l'information. Ça s'appelle avoir une situation monopolistique, c'est monopolistique. Et on sait très bien que les comportements monopolistiques ont des déviances, énormément de déviances. Ça a été modélisé par énormément d'économistes et ça entraîne des comportements de marché
imparfait. Et du coup, ça a entraîné des réglementations, des régulations. Le marché de l'information, aujourd'hui, n'est pas un marché régulé, comme les subprimes en 2008 n'étaient pas régulés. Et on sait très bien qu'on a eu une crise de subprime. Aujourd'hui, nous avons une crise de sous-information. Alors, deuxième préjudice pour vous, François, Xavier Azalbert, vous avez vous auriez, c'est ce qu'affirme Google, reçu 3 avertissements. Le premier, le 12 février 2020, et les 2 autres, les 2 et 17 février 2021, au terme desquels votre chaîne YouTube a été supprimée. Donc, après les articles qui s'en prennent à votre chaîne, qu'est-ce qui vous reprochait au contenu qui prohibait et qui ont conduit à la suppression de cette chaîne? C'est à peu près ce qui s'est passé dans la crise sanitaire. On reproche de ne pas être d'accord avec la politique sanitaire de l'État et justement à certains de nos interviewés d'exprimer une opinion et en disant je ne suis pas d'accord par exemple avec le confinement, je ne suis pas d'accord avec les masques, je ne suis pas d'accord avec la vaccination de masse parce qu'il y a des informations incomplètes. Donc dès lors qu'on a exprimé une opinion qui était différente de la position du narratif officiel... Alors différente de celle de l'État ou différente de l'Organisation mondiale de la santé? C'est très important, très intéressant parce que les États et Google d'ailleurs se sont fondés sur des avis. Ces avis qui sont émis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou l'Agence européenne du médicament, qui sont des avis consultatifs. Il faut savoir qu'il y a des pays qui n'ont pas suivi ces avis. Par exemple, le Sénégal a même écrit qu'ils n'ont pas suivi l'avis de l'OMS sur l'hydroxychloroquine, ou l'Inde n'a pas suivi l'avis de l'OMS. Donc, nous sommes encore souverains pour ne pas suivre ces avis. Par contre, Google en a fait sien, notre gouvernement en a fait quelque part sien aussi, et on doit se conforter à cet avis, et on ne peut même plus questionner cet avis. Donc, quand il y a des professeurs de médecine qui sont compétents, comme le professeur Perron, qui a d'ailleurs été totalement réhabilité, pas plus tard que ce week-end, sur sa parole, quand ils prennent une position qui est contraire à ces éléments-là, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a dit qu'ils étaient complotistes pour supprimer leurs paroles. Quand le professeur Raoult dit qu'il y a des traitements précoces, c'est un scientifique, on devrait peut-être l'écouter. Et en fait, non, on préfère justement le discréditer. Alors, on ne traite pas le problème de savoir si l'hydroxychloroquine est efficace. On discrédite sa parole. Ça s'appelle discréditer sur la forme. Donc qu'est-ce qu'on nous fait, nous? On nous attaque aussi sur la forme. Parce que sur le fond, c'est très difficile d'attaquer le fond. On est sur un temps long en science, on n'est pas sur un temps court, et eux, ils sont dans l'urgence. Et donc, ce qu'ils prennent, c'est qu'ils prennent une décision qui, à un instant T, peut paraître louable. Mais en fin de compte, cette vérité, à cet instant T, ce qui pense être la vérité, n'est qu'une opinion qui peut changer. Alors, il y a des exemples de ça. Le Lancet, encore une fois, ça a pris 15 jours pour que les mainstream changent d'avis. Au bout de 15 jours, ils ont dit on a plus d'informations. Le Remdesivir, qui est un médicament qui, au début, c'était la solution miracle. Les EHPAD. Dans les EHPAD. Et au mois de novembre, l'OMS dit compte que ça pouvait avoir des effets secondaires. Nous avions écrit ça en avril 2020, en mai 2020, on s'est posé toutes ces questions, on a juste fait le travail, on s'est aperçu qu'en balance, quand on faisait l'analyse du bénéfice-risque, je me suis même posé la question de quel rôle jouait l'EMA, l'Agence européenne du médicament, est-ce qu'elle veut vraiment à notre santé ou est-ce qu'elle a d'autres intérêts que la santé, qui est censée être, quand une agence gouvernementale, elle est censée être au service du peuple, pas au service d'une petite caste. Donc en l'occurrence, on peut démontrer que le momentum de l'information, c'est-à-dire la tendance, peut changer. Et on a vu ça pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, les mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement sont aussi questionnées. On a même vu certains journaux mainstream qui posaient la question de savoir si le gouvernement n'avait pas menti. Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ils soutiennent le gouvernement jusqu'au jour où ils décident qu'il a menti. Alors c'est un petit peu comme quand on annonce la mort de Martin Bouygues et puis qu'en fin de compte on se rétracte, ou quand on annonce qu'on a retrouvé Dupont de Ligonnès et qu'on se rétracte après, on est bien embarrassé pour devoir dire pourquoi on s'est trompé. On n'a pas recoupé avant, quoi. On n'a pas recoupé avant, on n'a pas fait son travail. Et donc c'est très intéressant de voir que ces messages qui sont des opinions, et de faire un autre parallèle avec ce qui s'appelle la grande consommation. En grande consommation, quand je pose la question à quelqu'un, vous voyez un téléphone, et je dis, est-ce que vous avez l'intention d'acheter ce nouveau téléphone? La plupart des gens vont dire, bien sûr que je vais l'acheter, parce qu'il a l'air désirable. Mais quand il se trouve qu'on mesure l'acte d'achat, qui est la vérité, le moment de vérité, c'est là où on va se départir de la somme d'argent. C'est un véritable acte, ce qu'on doit payer. Eh bien, à ce moment-là, on sait très bien que les intentions d'achat sont toujours supérieures à l'acte d'achat.
Mais personne ne vous dit que vous avez faux, en fait. Personne ne vous dit que vous avez été complotiste parce que vous avez décidé de vouloir acheter un produit et que vous ne le faites pas finalement. En fait, vous pouvez même changer d'avis. Vous étiez contre, mais votre voisin l'a acheté et vous allez l'acheter. Et il y a plein d'autres raisons qui sont exogènes. Vous pouvez ne pas trouver un produit parce qu'il est hors de stock. Et donc, vous pouvez ne pas pouvoir l'acheter parce qu'il y a des éléments exogènes à ça. Et personne ne va vous traiter de fou ou de complotiste. Donc quand on prend ces exemples et quand on regarde l'intention d'achat qui est une opinion, avec l'acte d'achat qui est une vérité, et bien dans le monde des médias, tout ce que je peux dire aujourd'hui aux organismes de médias et aux fact-checkers, c'est qu'ils exercent une opinion, ils ne détiennent pas la vérité, puisqu'ils n'ont pas eux-mêmes la connaissance pour atteindre cette vérité. Pour atteindre cette vérité, il faut avoir des années de science, mais ils peuvent contester. Tout le monde a le droit de contester. Et il faudrait avoir un véritable débat là-dessus. Je pense que ce débat n'a pas eu lieu. Le débat n'a pas eu lieu sur les éléments de fond sur la science, comme le débat n'a pas eu lieu sur le rôle des médias aujourd'hui et la critique et l'éradication d'une marque comme François, des positions de François, est quelque chose de dangereux pour la démocratie parce qu'on empêche des positions alternatives d'aller contre des positions dominantes. Et on sait très bien ce à quoi ça mène. Ça mène à de l'information déloyale déjà. Le totalitarisme. Et ça mène jusqu'à ce qu'on peut avoir un totalitarisme. Il suffit de regarder les déviances qu'il y a eu. Microsoft, en 1994-97, a fait l'objet d'une loi antitrust aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'ils embarquaient Internet Explorer dans avec leur système d'exploitation. Et on a décidé que leur position dominante empêchait la concurrence. Et on a proposé à l'époque de scinder Microsoft en deux. Donc il est évident qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que ça a donné, c'est que ça a laissé la place à quelqu'un comme Google pour émerger. Alors c'est très bien, on a créé un autre mastodonte, on a un autre mastodonte qui s'appelle Facebook, à un moment ou à un autre, on va devoir se poser la question du rôle monopolistique ou de quasi-monopole de ces agences d'information. Est-ce que ce n'est pas le capitalisme qui amène au monopole ? Alors, le capitalisme, il encourage toujours les gros à devenir plus gros. Le capitalisme encourage les meilleurs à devenir meilleurs. Ouais. Il faut la conséquence de la taille, et plutôt parce qu'il y a des gens qui cherchent à être excellents, et quand ils excellent, et il faut quand même se dire une chose, c'est que Google, dans sa première version, c'était ne pas faire de mal, make no evil. C'est ce qu'il cherchait à faire, ne pas faire de mal. Il cherchait même à ce que quelqu'un au fin fond de l'Inde ou au fin fond d'un pays d'Afrique puisse accéder à la même information médicale. Dans le premier livre qui est fait par les deux fondateurs de Google, c'est ce qu'ils essayaient de faire. C'est-à-dire que ne pas discriminer entre une personne au fin fond de l'Afrique et une personne dans un pays comme le nôtre, avec des moyens, pour pouvoir avoir accès à la meilleure information, qu'elle soit médicale ou autre. Eh bien, ils sont très très loin de cette version-là. Parce que ce qui était louable à l'époque n'est plus aujourd'hui ce qui est pratiqué. Donc la taille a entraîné des déviances. Le comportement, on va dire, monopolistique entraîne avant des comportements cartellistiques. Et il est temps qu'on se pose les questions de savoir comment on va réglementer. Parce que le rôle des réglementations et des régulateurs, c'est justement d'assurer la garantie des citoyens et la protection des citoyens d'avoir un accès à une information. Le droit à être informé, c'est ce que vous me disiez en préparant cet entretien, et vous compariez ça, c'est marrant, au droit d'être bancarisé, au droit d'avoir un compte en banque. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir ce droit à être informé? Où est-ce qu'il existe ce droit? Alors, c'est un très bon parallèle, le droit à avoir un compte en banque, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que si on n'a pas un compte en banque, on ne peut rien faire. Et on ne peut rien faire, on est presque un citoyen en dehors du système. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des sociétés contre le compte nickel qui ont été des comptes, des sous-comptes bancaires. C'est pour ça qu'il y a des établissements de paiement qui sont des sous-licences des établissements bancaires qui ont vu lieu de manière à faire jouer ce qui s'appelle la concurrence. Tout à l'heure, vous parliez du fait que le capitalisme entraîne des dérives monopolistiques. Il se trouve que le capitalisme aussi entraîne de la concurrence. Et quand elle est bien régulée, elle entraîne les deux. La régulation, elle est souvent un peu absente. Tout à fait. Et donc le droit à l'information, le droit à être informé et à ne pas recevoir un message unique est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution aux États-Unis, de par la liberté d'expression. Avec le corollaire de la liberté d'expression, il y a aussi une loi sur les fausses informations. Donc en fait, si vous avez la liberté d'expression, doit venir avec la réglementation, c'est-à-dire que vous vous engagez à ne pas donner une fausse information. Alors bien sûr, c'est très facile de jongler entre les deux. Pour le monde du journalisme, il y a ce qui s'appelle la charte de Munich. Et la charte de Munich, on a joué avec. C'est-à-dire que les médias, aujourd'hui, ont tendance à confondre propagande avec information, ou
ou lobbying avec information. Et l'article numéro 1, le devoir numéro 1 de la charte de Munich, c'est il dit aux journalistes, vous devez donner la vérité aux gens, quoi qu'il vous en coûte. Eh bien, j'aimerais bien voir le quoi qu'il vous en coûte, ce que ça veut dire pour certains journalistes qui ont à payer leur facture à la fin du mois et qui sont dépendants d'un employeur avec un lien de subordination et qui vont à la fin dire bon ben je ne vais peut-être pas parler de cela, je vais m'auto-censurer ou je ne vais pas aller jusqu'au bout de ce que je devrais vraiment dire parce que je risque de me faire striker sur YouTube. Ça veut bien dire que notre droit à l'information est fortement affecté. Et donc on se retrouve dans une situation propagandiste de par le simple fait que l'information n'est plus loyale et elle est biaisée. Elle comporte de nombreux biais. Alors, il y a des biais cognitifs, on peut faire la liste de tous les biais, mais il y en a certains dont on peut parler. Il y en a un qui est assez intéressant qui s'appelle l'escalade d'engagement. Donc, pour le gouvernement, par exemple, quand ils ont fait un mensonge, on dit il n'y a pas de masque, on va supplanter un mensonge par un autre mensonge parce que c'est plus facile que de dire on s'est trompé. Parce qu'en France, on sait très bien que le chef ne se trompe jamais. Alors que dans la culture anglo-saxonne, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Quand on fait une erreur, d'ailleurs dans un entretien d'embauche, moi qui ai vécu en Grande-Bretagne, aux États-Unis, quand on fait un entretien d'embauche, on vous parle plutôt de vos erreurs pour savoir comment vous en parlez, comment vous en avez appris. Tandis qu'en France, on sait très bien, on peut perdurer, on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Alors moi, je considère que c'est un gros problème de ne pas avoir droit à l'erreur parce que ça veut dire que quelqu'un va être capable de juger, à un moment ou à un autre, toujours si c'est vrai ou c'est faux, peu importe que vous ayez appris. Par contre, dans la justice, on a le bénéfice du doute. Alors c'est paradoxal de ne pas avoir droit à l'erreur, mais notre code napoléen dit qu'on a le bénéfice du doute. Alors après la suppression de ces 500 articles, la suppression de votre chaîne YouTube, 50 000 articles, ils s'en sont pris au nerf de la guerre, à votre régie publicitaire. Elle a été suspendue le 14 août dernier. Au terme de ce procès en première instance, vous avez été condamné donc, par jugement le 6 septembre dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quoi vous avez été condamné ? Alors, la société que je représente, qui aujourd'hui est dite François, a été condamnée à un article 700, donc en fait pour des frais de justice de 70 000 €. On considère ça totalement disproportionné. Donc 70 000 € à verser à Google. À verser à Google, tout à fait. Et en plus, pour, on va dire, rajouter sur cet élément, c'est que cette condamnation a été exécutoire, c'est-à-dire qu'ils ont l'exécution provisoire. Donc, on ne peut même pas attendre l'appel pour devoir payer cette somme. Alors, 70 000 € pour François. L'appel est suspensif. L'appel n'est pas suspensif c'est-à-dire qu'on doit quand même payer. D'accord. Cette somme. Alors pourquoi c'est disproportionné ? Parce que déjà c'est une première instance. Donc en première instance, on pourrait se dire que la justice aurait pu être clémente. Deuxièmement, on aurait pu regarder en étant un petit peu plus proportionné. Deuxièmement, 70 000 € pour une société comme François, c'est énormément d'argent. Ça correspond à plus d'1 mois de base de coûts. De fonctionnement, et par rapport à Google, c'est epsilon. Alors ce qu'on a fait, c'est on a regardé est-ce que Google avait été condamné à des articles 700 équivalents. C'est-à-dire que si jamais c'est proportionné à votre chiffre d'affaires ou votre base de coûts, on pourrait s'attendre à ce que Google ait des articles 700, vu qu'ils font des milliards de chiffre d'affaires, très importants. Eh bien non, le plus gros qu'on a pu trouver, c'est de l'ordre de 50 000 €. Ce qui veut dire que quand Google est condamné en ayant des pratiques ou des positions abusives, eh bien, il est condamné à 50 000 €. Nous, pour 70 000 €, c'est disproportionné. C'est aussi disproportionné parce que ça en devient punitif. Ce qui veut dire que quelqu'un, un petit contribuable, peut se dire non, je ne vais pas faire un procès à Google, ou une petite chaîne ne va pas faire un procès à Google parce que, je veux dire, si jamais je me fais condamner à 70 000 €, d'article 700, je ne vais pas pouvoir les payer. Et donc, encore une fois, la notion de proportionnalité est hyper importante, outre le fait que quand on supprime 50 000 articles, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une éradication. Mais alors après, moi j'entends tout ce que vous me dites, Xavier Azalbert, évidemment, mais Google, ils vont face à... Quand ils vous ont supprimé votre chaîne, quand ils vous ont supprimé tous ces articles, en fait, vous bénéficiez des services de Google en sachant à quoi vous en tenir. Donc du coup, en fait, est-ce qu'un journaliste... un professionnel de l'information et son devoir de la partialité, ça a sa place sur YouTube ? Oui, c'est un bon point, c'est une très bonne question et ça serait un débat à avoir. C'est un débat qui devrait
vraiment être tenu, non pas que dans ce cénacle, mais avec d'autres journalistes, des journalistes, y compris les instances réglementaires de la profession et peut-être un conseil des sages, parce qu'on peut se poser, y compris les autorités de la concurrence, et regarder ce qui s'est passé à l'étranger. Il se trouve que quand on regarde en Allemagne ou en Italie, Google a été condamné. Et donc, en France, on a l'impression que on a changé de fusil d'épaule. Avant, on attaquait Google. Aujourd'hui, on les a défendus contre François. Donc, on a peut-être que la justice a pris le parti de Google. Ça, c'était en première instance. Alors, on prend le parti du plus fort, de Goliath. J'ai appelé ça Googliath, parce qu'en fait, c'est un jeu de mots entre Google et Goliath contre David. Mais ça, c'est une décision de première instance. Donc, c'est pour ça qu'on a fait appel, parce qu'on pense qu'en appel, on a des arguments de proportionnalité et de pénalité qui sont valables et qui sont recevables. Et on aura des juges qui seront différents, puisqu'on aura des magistrats professionnels, alors qu'en première instance, on a des magistrats consulaires. Alors, pour revenir à la question, c'est est-ce que ça a sa place sur YouTube ? J'ai envie de dire, si jamais je suis un fabricant d'un produit de grande distribution et que je ne vais pas aller chez Carrefour ou chez Casino ou chez Leclerc, eh bien, je vais me fermer d'un marché. Pierre Lazareff, qui était le fondateur de François, en fait, celui qui en a incarné, disait que l'importance pour un journal, c'est d'être lu. Donc mon marché, on va dire, si jamais il est sur les utilisateurs de YouTube, qui a rendu tellement facile l'accès à cette information, me rend dépendant. Donc la bonne problématique, c'est quelle est cette relation d'interdépendance qu'il doit y avoir entre YouTube, entre le distributeur et le producteur. Alors on a vu dans la crise du lait que les producteurs avaient peu de pouvoir par rapport aux distributeurs. Et à un moment donné, le régulateur est là pour réguler tout cela. Eh bien, il doit y avoir une régulation. Aujourd'hui, qui est-ce qui devrait être le régulateur ? L'autorité de la concurrence, quelque part. Elle devrait se positionner pour dire d'une manière très claire, est-ce que vous avez droit, est-ce que c'est une position anticoncurrentielle ? Et après, ça peut être le tribunal de commerce, mais ça peut être aussi des instances qui sont au-dessus de tout ça, puisque la CEDH pourrait même juger au niveau de la liberté d'expression, qui est un des droits fondamentaux dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc ici, si ça empêche la liberté d'expression, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais on est en droit privé, puisque Google peut faire ce qu'il veut chez eux. Ouais. Et alors, tout se pose la question de la balance. Et moi, je ne suis pas contre la réglementation, je ne suis pas contre avoir des termes et conditions d'utilisation d'une plateforme contre Google. Et vous demandez la justice, l'équité. Je demande l'équité, je demande d'abord la transparence, je demande une application qui soit impartiale, c'est-à-dire qu'elle soit claire. Je demande d'avoir des règles qui ne soient pas changeantes et qui soient appliquées. Et tout cela, vous l'attendez de la justice française ? Alors, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut attendre de la justice française. Aujourd'hui, moi, j'ai confiance dans la justice parce que je pense que les arguments qu'on va faire valoir et qu'on a à faire valoir sont des arguments qui sont fondamentaux. Alors, si on perd confiance dans la justice française, ça veut dire qu'on va perdre confiance dans tout le système. Et je ne veux pas perdre confiance dans tout le système. Alors, il y a certains qui vont confondre croyance. Est-ce que je crois en la justice ou pas ? J'ai envie de dire, c'est la croyance, je la laisse de côté. C'est exactement, est-ce que je crois en la science ? Non, j'ai confiance dans la science. J'ai confiance que la science, à un moment ou à un autre, va se réglementer. J'ai confiance que la justice, à un moment ou à un autre, va être rendue. Et si elle n'est pas rendue de manière efficace par les instances qui sont en cours, eh bien, il y a d'autres cours. Ça peut être la Cour pénale internationale. Il y a d'autres éléments de justice. Et encore une fois, on a cette notion d'interdépendance. Aujourd'hui, on a un sentiment que ces instances qui devraient être autonomes et indépendantes ont été capturées et que ces interdépendances font que la justice est devenue partiale. Je pense qu'il y a encore certaines décisions, et il y en a une qui est tombée il n'y a pas longtemps, c'est le professeur Perron dans la justice ordinale du Conseil de l'Ordre, qui a été... On lui a donné raison sur sa liberté d'expression, on lui a donné même raison sur le fait qu'il avait le devoir Donc le retour en arrière est possible. Donc le retour en arrière, pourquoi pas pour vous ? Exactement. On lui a donné raison de ne pas avoir été d'accord avec les autorités. Donc ce que vous demandez aujourd'hui à la justice, c'est qu'on vous rende votre chaîne YouTube, qu'on vous rende l'accès à vos internautes de tous ces articles effacés et qu'on vous réintègre sur votre régie publicitaire. Je demande déjà, est-ce qu'il y ait une approche qui soit impartiale et pas un traitement unilatéral qui a été fait comme ça, avec une totale transparence, et que si jamais on doit supprimer quelque chose, que ce soit fait en respect, exactement comme quand une banque décide de fermer le compte de quelqu'un, que ça soit fait. Et après, il y a une instance régulatoire qui va donner à un individu le droit à être bancarisé en imposant... Ce qui n'a pas eu lieu pour vous.
Nous aujourd'hui, on nous a tout simplement supprimés avec une volonté qui s'apparente beaucoup plus à une éradication, c'est-à-dire rendre François invisible, parce que nous avions une approche contrariante. Et quand je reviens à cette analyse financière, où je pourrais même prendre d'autres industries, mais l'analyse du monde de la finance, quelqu'un qui va à l'encontre des intérêts d'une société comme EDF, on ne le traite pas de contrariant. De complotiste, pardon, il est contrariant. Ouais. On ne traite pas de complotiste. Au contraire, on encourage ces gens-là sont payés très cher. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que... Ça va être la fin bientôt, mais concluez. Juste, ce petit point est intéressant, parce que ces gens-là, quand on regarde sur un site d'information boursière, il est écrit, en petite ligne en pointillé en bas, il est écrit que certains des analystes ont choisi l'anonymat. Ils ont choisi l'anonymat, pourquoi? Parce que si on savait qui était contre cette politique-là, eh bien on pourrait faire influence sur eux. Donc la finance et l'information financière a trouvé des moyens de réguler, de s'auto-réguler, de manière à garantir une information qui soit le plus loyale possible. Donc pourquoi j'ai confiance? C'est parce qu'il y a certains marchés qui ont réussi à se réglementer. Ça ne veut pas dire que la finance est parfaite. Voilà. Xavier Azalbert, on vous souhaite bonne chance pour ce procès. J'espère qu'on aura le plaisir de vous recevoir à l'issue du procès, que ça aille dans votre sens ou pas. Merci d'avoir été avec nous, Xavier Azalbert. Merci beaucoup de m'avoir reçu et pour parler de la liberté d'expression et de François.